Je me suis intéressé à cette problématique de l'Afrique parce que j'étais, vivant moi-même au Sénégal, ayant des origines dans plusieurs pays d'Afrique, j'étais très conscient des multiples différences qu'il pouvait y avoir entre les différentes populations africaines. Et j'ai toujours été très contrarié par la vision globalisante qui consiste à dire l'Afrique ou les Africains, sans se rendre compte de ce qu'il y a une infinité de nuances et même de différences fondamentales. Il ne viendrait à l'esprit de personne aujourd'hui de parler des Européens. Nous savons très bien qu'il n'y a rien d'aussi dissemblable qu'un Suédois et un Espagnol, par exemple, ou qu'un Anglais ne doit pas sentir grand-chose comme affinité avec un Grec. Et même s'ils sont sur un continent qui est géographiquement un tout, il y a une infinité de différences. Or, le continent africain fait en superficie 3 fois l'Europe. Donc vous imaginez à quel point les divergences peuvent être considérables. Donc ça c'est la première des choses globalement. Ensuite, il faut arriver déjà à déterminer qu'est-ce que l'on entend par Afrique. En général, dans le vocabulaire français, lorsque l'on cherche dans un dictionnaire, lorsque l'on dit les Africains, on parle de l'Afrique noire, de l'Afrique au sud du Sahara. Or, géographiquement, aussi bien les Mauritaniens que les Égyptiens ou les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, etc., et les Libyens, sont des Africains, sont sur le continent africain. On en arrive à une telle situation que j'ai lu il n'y a pas très longtemps dans un livre, on parlait de l'Égypte, on parlait du Moyen-Orient à propos de l'Égypte. Alors que l'Égypte, c'est le continent africain purement et simplement. On arrive également à ce que il y ait une espèce de méconnaissance entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, dans la mesure où il y a un rapport qui a toujours été extrêmement compliqué et qui est dû à la traite transsaharienne dont on ne parle jamais assez, mais qui est un fossé au moins aussi important que celui qui a pu exister du fait de la traite négrière transatlantique. Il y a également des questions de définition. Lorsqu'on parle de l'Afrique et des Africains, qu'est-ce qu'on fait de Madagascar ? Géographiquement, Madagascar n'est qu'une île au large de l'Afrique, donc elle est africaine, comme l'Angleterre est européenne. Mais je ne suis pas certain que les Malgaches eux-mêmes se considèrent comme tels. La meilleure preuve en est que nous avons encore un certain nombre d'institutions internationales africaines qui, dans leur intitulé, se proclament africaines et malgaches. Pourquoi et malgache ? C'est africaine, normalement. Donc vous voyez, déjà, il y a ce premier problème. Il y a le problème posé par les autres îles, qui... je ne parle pas de l'île Maurice, qui, elle, est indépendante, mais vous avez la Réunion, ou vous avez les Canaries, qui sont administrativement des territoires français ou espagnols. Est-ce que lorsqu'on parle d'Afrique, on intègre aussi, et d'Africains, on intègre aussi les habitants de ces îles-là ? Parce que ça pose un problème de définition. La difficulté se pose par exemple, même sur le continent africain lui-même, sur la façon dont il faut appréhender les Blancs d'Afrique du Sud. Est-ce que ce sont des Africains ? Est-ce que ce ne sont pas des Africains ? C'est tout un ensemble de problématiques qu'il faut pouvoir déterminer, sur lesquelles il faut arriver à s'entendre.
Alors, si on quitte ce premier aspect des définitions qui peuvent se poser, il y a ensuite tous les autres facteurs de différence. Le premier facteur est le facteur géographique. Le Sahara, le désert du Sahara constitue une véritable faille entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et on a beau dire et beau faire, mais ça crée indiscutablement une barrière. Vous avez une différence majeure entre l'Afrique de la savane, l'Afrique sahélienne, dont fait partie le Sénégal, et puis l'Afrique équatoriale, qui, elle, est une Afrique de forêt dense. Alors, si vous voyez en plus les zones d'Afrique au sud du continent ou au nord du continent qui sont montagneuses avec des sommets enneigés, on est complètement à l'encontre des schémas que l'on se fait rapidement de ce que c'est que l'Afrique. Donc vous voyez que déjà vous avez encore une autre problématique. Et il est certain que la population de ces pays, dans sa physionomie, dans ses habitudes de vie, etc., n'a pas du tout les mêmes modèles. Et les sociétés qui se fabriquent, qui se conçoivent, ne sont pas du tout les mêmes, selon que l'on est dans une forêt tropicale, enfin équatoriale, dense, dans laquelle il est difficile de constituer de grands empires et de grands ensembles, ou que l'on est en savane arbustive sur laquelle il est facile de chevaucher et de conquérir. On n'a pas du tout la même conséquence historique. Alors à cela se rajoutent encore d'autres points de césure. Vous avez les questions de religion. Les religions traditionnelles en Afrique sont essentiellement animistes. Par-dessus sont venus se plaquer les religions chrétiennes et musulmanes, avec tout un tas d'adaptations locales et pour l'une et pour l'autre, qui rendent la chose à peu près incompréhensible vue de loin et même vue de près, avec des sectes, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient chrétiennes, avec tout un ensemble de divergences et de différences qui sont extrêmement intéressantes. Et puis vous avez dans l'histoire politique récente la partie qui correspond à la colonisation, à l'histoire coloniale. Vous avez l'influence de l'Afrique arabe, l'Afrique noire qui a pu être influencée par le monde arabe. Ensuite, vous avez les colonisations portugaises, hollandaises, françaises, anglaises, allemandes, qui se sont superposées à des périodes différentes en plus, et qui ont généré des tas de différences qui sont extrêmement complexes. D'autant que les pays africains, au moment des indépendances en 1960, ont décidé de conserver les frontières héritées de la colonisation. Or, ces frontières sont absurdes. Il suffit de regarder la présence de la Gambie au beau milieu du Sénégal pour se rendre compte à quel point cet héritage est complètement stupide et que ce sont là des facteurs supplémentaires de difficulté et de division. Cela crée également des blocs. On se rend compte qu'il est plus facile de prendre un avion pour aller à partir de Dakar dans les autres pays francophones que pour aller dans les pays hispanophones ou de tradition portugaise ou anglaise. Et parfois on est obligé de remonter jusqu'à la métropole pour redescendre si on veut y aller. Alors, il faut également se rendre compte parmi les conséquences de ces questions coloniales, des dimensions complètement différentes des États africains. Quand vous prenez le Nigeria et que vous réfléchissez que un Africain sur 5 est nigérian, tellement c'est énorme et peuplé, par rapport à des pays comme le Gabon où il y a 1 million d'habitants, il est bien certain que les rapports ne sont pas du tout les mêmes, les rapports de population et les rapports d'événements.
Lorsqu'on vous dit quelque chose s'est passé au Nigeria, il faut arriver à réaliser que c'est énorme le Nigeria et qu'il peut se passer plein de choses. Proportionnellement, si on compare avec le Sénégal ou la Gambie ou le Gabon ou d'autres pays de ce genre, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de valeur. Et il est bien certain que tous ces paramètres-là contribuent à créer des Afriques. Et je pense qu'il est extrêmement important d'avoir conscience de toutes ces différences et toutes les nuances qu'elles entraînent avant de vouloir parler d'unification. Parce que parler d'unification de l'Afrique, c'est une idée politique qui peut avoir sa justification, mais qui bien souvent, à mon avis, joue à l'encontre de la réalité. Et la preuve en est que cette unification n'a jamais réussi à se faire de façon précise, et je crois beaucoup plus à la constitution de grands ensembles régionaux qui, eux, auraient beaucoup plus de cohérence. La CEDEAO, par exemple, en est une bonne illustration, et je pense que c'est plutôt dans ce sens que va se faire l'avenir de l'Afrique. La façon dont l'Afrique est abordée ensuite dans le monde culturel et littéraire est extrêmement intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle est très, très polyvalente et très ambiguë. Il y a ceux qui écrivent les Africains sur eux-mêmes, et souvent ils ne peuvent parler que de ce qu'ils ont vécu, eux, dans leur petit monde. Il y a ceux qui écrivent les autres sur l'Afrique, et là on part sur des clichés ou des choses qui sont souvent globalisantes et qui n'ont strictement rien à voir. Quand on connaît ces mondes-là, il n'y a rien de plus différent que simplement entre un Sénégalais et un Malien, ou même au niveau du Sénégal, entre un Wolof et un Diola. Et donc, il faut arriver à comprendre que cette approche n'est pas nécessairement une bonne approche. Et il y a la vision que l'on se fait dans le cinéma, la vision que les cinéastes peuvent donner de l'Afrique, entre ceux qui sont africains eux-mêmes et qui ont un discours qu'ils cherchent à faire passer, et puis ceux qui de l'extérieur ont une vision qui peut être caricaturale, humoristique, etc., que chacun croit pouvoir généraliser à l'ensemble des Africains. Il y a des tas de données importantes. Selon le public que l'on vise, on va orienter la façon de dire les choses et de les faire percevoir. Selon les financements que l'on a obtenus, par exemple pour le cinéma, on est obligé, mettons que si on a un financement anglais, on va être obligé de faire un film qui sera en anglais. Alors que ce n'est pas nécessairement dans cette langue-là, ni de cette manière-là, que les sujets filmés se seraient exprimés spontanément et naturellement. Donc on arrive à des tas de distorsions qui, sur un plan culturel, peuvent être extrêmement complexes, et en même temps pour lesquelles nous n'avons pas de solution idéale ni globalisante.